Merci Sabrina. Merci tout le monde pour être ici aussi nombreux. Donc aujourd'hui, on va faire les points sur les 12 ans de guerre en Ukraine, avec un contexte qui a largement changé par rapport aux mêmes rendez-vous qu'on s'était donné l'année passée, dans lequel la guerre en Ukraine était vraiment encore au centre, on peut dire, de la couverture internationale. Dans les dernières années, comme on va le voir, beaucoup de choses ont changé. Et donc on essaye cette fois-ci de remettre un peu en perspective la suite de la guerre, en faisant des raisonnements sur une plus grande échelle, donc de la replacer vraiment dans le contexte international et régional actuel. Et donc pour faire cela, on a le plaisir d'avoir trois experts, deux politologues et un historien, qui vont nous aider à raisonner sur le sujet. Donc je vais les présenter en ordre de proximité à moi. Donc on a Magdalena Dębińska qui est professeure du département des sciences politiques et particulièrement experte dans la politique de l'Europe de l'Est. On a Frédéric Meyrand qui est professeur et directeur du département des sciences politiques qui est expert en politique internationale, donc il va nous donner le contexte un peu plus large. Et Alex Tipei, qui est professeur au département d'histoire, expert dans l'histoire de l'Europe de l'Est et l'histoire de la mondialisation, et donc il va nous replacer les conflits dans une perspective historique. Et donc je vais commencer exactement le tour de parole avec Alex. Bonjour. Pour vous demander exactement, de nous recadrer dans une perspective historique un peu. Qu'est-ce que peut signifier ces conflits prolongés entre la Russie et l'Ukraine dans les relations, clairement, pour les pays de l'Europe de l'Est? Merci, Alex. Merci, Luca. Donc, j'avais dit à Luca que toujours dans ce type de conférence, je suis comme le black sheep avec des politologues, et voilà. Mais c'est aussi parce que, en tant qu'historien, ma métier, c'est vraiment d'analyser le passé et pas, prévenir l'avenir. Donc, c'est toujours un défi pour moi. Donc, j'avais pris la question que Luca a lancée comme quelles sont des pistes que je peux imaginer pour des historiens à venir? Comment des historiens vont comprendre ce moment ou quel type de questions vont se poser, vont se sortir de cette guerre qui continue? Et donc, j'avais trouvé comme trois pistes, un pour le court terme, un pour le moyen et un pour le long terme. Donc, dans le court terme, je pense que ça, c'est le plus évident que on voit dans la région, une baisse de stabilité et aussi une baisse d'investissement qui est très, très importante pour cette région qui est semi-périphérique quand même. On voit aussi des prix qui augmentent et des matières de base aussi comme le gaz, évidemment, la nourriture, etc. Ce qui n'est pas uniquement un problème en Europe de l'Est. Mais aussi, on voit de plus en plus, et je peux parler d'une manière anecdotique aussi, qu'au début de la guerre, j'étais en colloque en Roumanie, et il y avait vraiment, ma perspective, ça vient plus de cette frontière du sud, donc Magdalena peut avoir une autre perspective de plus de nord dans son intervention, mais il y avait vraiment un moment où au début de la guerre, il y a une mobilisation au niveau de la société pour aider les réfugiés, pour les écolières, aux stations de bus, aux gares, etc. Et puis cette année, j'étais en octobre ou novembre de nouveau en colloque en Roumanie et il y avait une fatigue, mais énorme. Donc il y avait des programmes, des restos par exemple, qui ont proposé des repas gratos. Et maintenant, ils disent à cause des problèmes économiques qui sont enchaînés, ou empirés par la guerre, qu'ils peuvent plus le faire. Et on voit un vrai changement au niveau des attitudes des gens. En même temps, on voit aussi, ou moi j'ai vu aussi, un peu une mise en question par rapport, ou une rassurance par rapport à cette idée d'une expansion, de l'Union européenne vers l'Est, et aussi un rapprochement ou un réinvestissement dans des institutions ou l'idée de l'Europe dans ce contexte. Donc, moi, je pense que sur le court terme, si quelqu'un va faire d'ici 20 ans une mémoire de maîtrise sur ce sujet, ça va être des questions très, très pertinentes. Ça devient plus intéressant de mon point de vue sur le moyen et le long terme.
Une chose que je commence à réfléchir depuis un moment, c'est qu'en Europe de l'Est et surtout en Europe de Sud-Est, il y a une tradition depuis 2 siècles ou même plus d'un peu jouer avec des patrons plus puissants d'ailleurs. Et ce que je vois dans toute cette histoire, c'est une façon ou un moment où on commence à se réaligner. Donc, pour prendre de nouveau l'exemple de l'Arménie, je peux vous raconter un peu une histoire où le président de l'Arménie, Klaus Iohannis, il était élu en 2014. Son slogan, c'était « Das Poate ». Donc, yes, we can. Très original. Mais c'était aussi pour relier ses intérêts avec des États-Unis, avec une politicien qui était très, très populaire à l'époque, c'est-à-dire Obama. En 2019, Iohannis, il a eu une deuxième élection. Et là, ses publicités, c'était des images de lui à la Maison-Blanche avec Trump. Okay? Donc, de nouveau, ce n'était pas une question d'idéologie, c'était une question de s'aligner avec des États-Unis. Moi, j'étais en séjour de recherche au même moment, en 2019, et c'était aussi le moment de premier impeachment de Trump. Et moi, je ne peux pas vous expliquer combien de discussions avec des gens là-bas, mais comment vous ne voyez pas qu'entre vous et la Russie, il n'y a que l'Ukraine. Et cet impeachment, ça porte sur l'Ukraine. Il y avait beaucoup de gens super intelligents qui m'ont dit que j'avais pas raison, que je voyais des choses d'une manière bizarre, etc. Mais alors, en 2022, on voit en même temps qu'il y a de nouveau un changement où on voit moins des discussions sur des relations États-Unis-Roumanie dans ce contexte, même si, par exemple, des États-Unis ont des bases militaires en Roumanie qui étaient très importants au niveau de l'économie, au niveau de la politique, etc., des liens entre les deux pays. Et plus en plus, une discussion sur tout ce qui se passe à Bruxelles, à Paris, à Londres. Et donc, de nouveau, une tournement vers l'Europe et une prise de distance un peu des États-Unis comme comme un patron qui n'est plus fiable. Et donc, ça, je pense que ça va être dans l'avenir aussi pour des historiens une fenêtre pour analyser à quel point ces prises de position surtout et cette politique est vraiment animée par des engagements idéologiques ou politiques et à quel point c'est vraiment une histoire de rapport de force, de politique de puissance, etc. dans la région. Donc, ça, c'est le moyen court. Et pour compléter le moyen terme, pour compléter mon tableau, je pense sur le long terme, et là, ça risque de entamer un débat avec mon ami Frédéric. Mais, voilà. Mais sur le moyen terme, je pense aussi que ça va être vraiment un moment où, d'ici 20-30 ans, des historiens, sans savoir comment cette situation va se régler ou se changer, mais où les historiens vont vraiment questionner des bases de notre système international basé sur des États-nations. Et je pense que c'est une chose très, très importante de garder en tête que le système qu'on a, et même l'idée d'un État-nation comme une forme légitime, c'est une idée assez nouvelle qu'on voit d'un point de vue historique. Ça date juste du 19e siècle et c'était un processus pendant tout le 19e siècle de la construction des États-nations et c'est uniquement avec la Première Guerre mondiale, au lendemain de la guerre de 14, que c'est vraiment validé comme la forme de base dans un système international en Europe. Et on doit attendre encore quelques décennies pour arriver que ça soit la forme de base mondiale en même temps. Donc, d'un côté, on voit que l'argument pour aider les Ukrainiens, pour intervenir, c'est souvent basé sur cette notion de autodétermination ukrainienne. Mais en même temps, on manque une volonté d'aider et des débats dans des pays comme aux États-Unis. Je sais que Frédéric, tu vas en parler davantage, mais montre aussi à quel point ces formations sont faibles à l'intérieur et aussi en faisant partie d'un système international. Et donc, je pense que même si on arrive à garder
ce système avec une autre reconfiguration peut-être. Ça va être vraiment un moment qui sera aperçu comme une crise d'ici 20, 30, 40 ans. Donc, c'est ça mes prognostications pour les historiens à venir. On va voir si je suis toujours en vie, si j'avais raison ou pas. Merci Alex, merci beaucoup. Et, il y a des points dans lesquels on va rebondir sûrement plus tard, après les tours de table. Donc, je passe la parole maintenant à Magdalena. Et donc, Magdalena, est-ce que vous pourrez nous parler du changement qui ont lieu dans la région depuis le début de la guerre, et aussi on peut donner quelques prévisions pour 2024. Je vais afficher une carte qui va être d'aide pour mieux repérer les informations. Merci beaucoup. Merci. Tout comme Alex, je ne m'aventure pas dans la boule de cristal, donc je ne ferai pas de prédictions et je n'irai pas dans le long terme non plus. Par contre, ce que cette question, Luca, que tu me poses me permet de faire, c'est de faire une esquisse de cette région semi-périphérique dont peu de personnes parlent. De voir un peu quels sont les changements, continuités qui ont eu lieu depuis l'invasion de la Russie en Ukraine dans cet espace eurasiatique et peut-être d'indiquer quelques points chauds à surveiller en 2024 et je ne m'aventure pas plus loin que ça pour le moment. Juste une parenthèse déjà pour rebondir à Alex. Moi aussi, je travaille dans la région, je fais mes terrains dans la région et effectivement, on voit une certaine fatigue, mais je dirais que c'est une fatigue au sein de la société, fatigue de l'accueil des réfugiés et donc les pressions sociétales que ça provoque. Mais je dirais que quant aux politiques de ces États-là, dont la Pologne, les Pays-Baltes et même la Roumanie, ne changent pas et sont très alignés avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idéologie, mais c'est la sécurité et la perception de la menace qui prévaut en fait dans ces sociétés-États-là. Donc, parenthèse, réaction terminée. J'aimerais indiquer deux processus que, selon moi, ont eu lieu depuis la guerre en Ukraine. Un, c'est un processus tout est relatif, mais un processus de renforcement de l'Alliance atlantique dans la région, et ça, juste sous contrôle des élections aux États-Unis qui vont avoir lieu. Et deuxième processus de l'affaiblissement de l'Alliance qui se concentre autour de l'organisation du traité de sécurité collective, donc autour de la Russie, et ensuite pointer vers quelques points chauds à surveiller. Donc, pourquoi je parle d'un certain renforcement de l'Alliance atlantique? Il me semble que je n'ai pas besoin de développer beaucoup, mais il y a l'élargissement de l'OTAN qui a eu lieu. La Finlande, ce qui est à suivre, c'est encore la Suède, avec le mouton noir, la Hongrie qui bloque toujours et encore l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Donc, c'est aussi à suivre, bien entendu, ce jeu de veto que la Hongrie utilise. Mais un deuxième processus de renforcement tient avec les processus de militarisation dans les États, au moins de la région, dans la militarisation des États de l'Europe centrale. Et là, juste à titre d'exemple, la Pologne, les dépenses de la Pologne dans l'industrie militaire et dans les choses militaires, de défense, etc., ont grimpé en exponentiel. On est à 3,5% du PIB de dépenses militaires en Pologne, puis on prévoit 3,9% pour l'année 2024. Donc, même si le gouvernement a changé suite aux élections de 2023, on est toujours quand même dans la même logique. La même chose pour les Pays-Baltes et même pour la Roumanie également. En même temps, donc tout avec ce renforcement de l'Alliance atlantique, ou autour de l'Europe, mais en tout cas militarisation, on observe ici, je vais attirer, parce que ça me tient à cœur de vous montrer
ce petit bout du territoire qui est enclavé en Union européenne entre la Lituanie, la mer Baltique et la Pologne, qui est le Kaliningrad, dont on parle quasiment pas du tout, alors que c'est certainement un élément qui est très présent dans les politiques de la région ou dans la perception de la menace, puisque c'est la Russie. Le Kaliningrad, c'est la Russie, et c'est probablement la région la plus militarisée de la Russie dans la région. Donc, certainement, ça joue sur la perception de la menace éventuelle venant de la Russie. Mais en même temps, puisqu'il y a cette militarisation, l'OTAN, etc., qui est présent dans la région, Kaliningrad se trouve isolé parce qu'il n'y a plus aucun moyen de transport entre la Russie telle qu'elle et sa région et son exclave, le Kaliningrad. Donc ce Kaliningrad peut être vu comme une menace, mais en même temps qui perd un peu de son importance, peut-être pour le moment, du moins. Et ça m'amène à l'affaiblissement de l'alliance miroir, si vous voulez, l'alliance militaire de l'Organisation du traité de sécurité collective, donc en tête de laquelle il y a la Russie, mais il y a aussi l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, qui font partie, et la Bélarus, bien entendu, qui font partie de cette alliance militaire, mais aussi, à part le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, de l'Union économique eurasiatique, donc le miroir de l'Union européenne, si vous voulez, du point de vue économique du moins. Ici, en fait, ce qu'on observe, c'est oui, le renversement de l'alliance certainement entre la Russie et la Bélarus. Tout le monde, je pense, c'est l'allié principal de la Russie dans la région, et leur lien ne fait que se renforcer depuis, en fait, 2020, les élections illégitimes de Loukachenko. Par contre, tous les autres pays font défi à la Russie. Donc, là, en Asie centrale, les pays de l'Asie centrale, ce qu'on voit, c'est comme si les dirigeants de l'Asie centrale considéraient que c'est comme une opportunité, toute cette situation, la guerre en Ukraine. On attend l'issue de la guerre, bien entendu, mais c'est une opportunité pour donner un peu de coups à la Russie et l'autorité ou le patronage dont Alex a parlé face à la Russie. Ici, un exemple, le Kazakhstan, en octobre dernier, octobre 2023, a mis en place des restrictions pour les exportations de produits qui pourraient servir à la militarisation de la Russie. Donc ça, c'est comme un coup à la Russie dans son industrie de la guerre et sa guerre en Ukraine, quelque chose qui serait quasiment impossible auparavant. Donc il y a cette dynamique qui peut être intéressante à observer. Et dans le Caucase du Sud, donc l'Arménie, qui fait partie de cette organisation du traité de sécurité collective et qui est dépendante, a toujours été dépendante de la question sécuritaire de la Russie, aussi défie le gouvernement Pachinian défie la Russie suite, bien entendu, à la récupération violente du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre 2023. Donc là, l'Arménie reproche à la Russie de l'avoir laissé tomber, de ne pas être intervenu pour sauver les Arméniens, le Haut-Karabakh, etc. Et toute cette situation autour du Haut-Karabakh, je peux en parler longtemps, mais je ne vais pas le faire, fait en sorte que la Russie perd aussi sa position, en fait, suite aux derniers événements de septembre, perd sa prise dans le Caucase du Sud. Donc, il y a vraiment un affaiblissement de la position de puissance régionale de la Russie dans la région au profit de la Turquie qui, elle, renforce la position de l'Azerbaïdjan. Ceci m'amène à ces points chauds à observer. Alors, le point chaud à observer, certainement, c'est le Caucase du Sud. Donc, je repars avec le Caucase du Sud et tout ce qui va se passer éventuellement
entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui doivent signer le traité de paix. Ça ne fonctionne pas, ils ne s'entendent pas. Ça fait des années d'ailleurs qu'ils négocient, mais on devait envoyer peut-être une lumière au bout du tunnel après septembre 2023. Ce n'est toujours pas le cas. La délimitation frontalière même n'est pas du tout. C'est une discordance totale. Avec, donc, à suivre Azerbaïdjan-Arménie, surtout s'il s'agit du corridor, bon là, je n'ai vraiment pas le temps pour cette esquisse de la région, le corridor de Zangezur, qui est le corridor qui rejoindrait l'Arménie, l'Azerbaïdjan à travers le sud de l'Arménie vers la Turquie, qui est vraiment un os de contention, non, comment on dit? Non. Oui. En tout cas, qui est... un os, on va dire. Voilà, merci. Sujet de désaccord. Sujet de désaccord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais la Turquie s'en mêle aussi. Donc il y a, il y a une poudrière, si vous voulez, à observer en 2024 et peut-être même plus tard. Dans ce contexte-là, la mer Noire aussi est à observer parce que on pourrait dire que pour regagner de l'importance dans la région, la Russie à sa propre stratégie. Une des stratégies, c'est d'ouvrir cette année une base navale, militaire navale, à Ochamchire, dans l'Abkhazie séparatiste, donc en Géorgie légalement, une base navale à Ochamchire, qui, bien entendu, va avoir aussi de ses conséquences dans la sécurité de la mer Noire, avec la Crimée, le Sébastopol, etc. Donc il y a toute une autre région à observer, c'est la région de la mer Noire et la Turquie, la Russie là-dedans, et la guerre en Ukraine, la Crimée et le nouveau port naval légalement en Géorgie, dans l'Abkhazie séparatiste. Ceci, en plus, ce port-là remet en question des projets de la Géorgie qui voulait, depuis des années, projette le développement d'un port de eau profonde à Anaklia, qui est à peine à quelques dizaines de kilomètres de Ochamchire. Donc, le port naval que la Géorgie devait construire pour se créer une infrastructure de transport est-ouest qui irait rejoindre, avec les investissements chinois, notamment l'Asie centrale, Chine-Asie centrale, à travers la Géorgie, la mer Noire et l'Europe. Tout ce corridor-là est remis en question parce que les investissements pour construire le port de eau profonde qui se veut commercial à proximité d'une base navale militaire russe, bien entendu, ne fait pas unanimité. Dans tout ça, je finis, je te promets, ce tour de table. Toujours en Géorgie, vous savez que la Géorgie a reçu le statut de candidat à l'Union européenne en décembre dernier. Tout le monde se réjouit, mais rien n'est joué encore. C'est là que je veux attirer votre attention sur les élections qui vont avoir lieu en octobre 2024 en Géorgie. Grosso modo, vous savez que la Géorgie, oui, pro-européenne, la société civile est très pro-européenne, mais le gouvernement, il fait son équilibriste entre l'Occident et la Russie, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, les échanges commerciaux avec la Russie, de la Géorgie avec la Russie ont augmenté. Et les arrivées, les migrations sans visa, les vols directs Moscou-Tbilissi 2 fois par semaine ou 2 fois par jour, je ne sais plus, mais en tout cas, ça a juste réouvert. En fait, la Géorgie a ouvert les portes parce que le gouvernement est beaucoup plus ambigu quant à son orientation géopolitique, puisque le parti au pouvoir est celui fondé par un certain oligarque géorgien, Ivanishvili, qui tient ses avoirs et sa business, sa richesse, tient au business avec la Russie. Donc, il y a tout des choses à suivre. Comment est-ce que ça va être quoi l'issue donc des élections en Géorgie? Même chose, et là, j'attire votre attention sur la Moldova. On se transporte Moldova ici. Qui, elle aussi, en décembre, non seulement elle a reçu le statut de candidate auparavant, mais les négociations avec l'Union européenne ont été ouvertes en décembre dernier. Tout le monde s'est réjoui. Le gouvernement pro-européen est très, très, très pro-européen, de Maia Sandu,
tout va bien dans le meilleur des mondes, mais faites attention, parce qu'en novembre 2024, on a des élections et la population était très divisée. Si le candidat pro-russe Dodon, l'ancien président, se présente, et si les élections étaient demain, c'est lui qui gagnait les élections. Donc on peut encore voir peut-être un revirement, ou en tout cas un petit recul quant à les réformes pro-Europe en Moldova. Donc les élections 2024, présidentielles, parlementaires en 2025, l'orientation, enfin, le chemin vers l'Union européenne, tant de la Géorgie que de la Moldova, sont très fragiles et beaucoup à faire. Donc, les réformes qu'ils ont à mener sont énormes. Cette candidature est peut-être symboliquement extrêmement importante, mais le processus va être dur. Donc, Merci beaucoup, Magdalena. Et donc, je vais passer la parole à Frédéric. Frédéric, l'année passée, quand on a fait une table ronde similaire, on parlait de la guerre en Ukraine qui était au centre encore de l'attention internationale, un front européen commun qui nous avait surpris. On arrive en 2024, la situation a pas mal changé. Donc, comment recadrer la guerre en Ukraine dans un contexte de tensions qui augmentent de façon exponentielle au Moyen-Orient et avec la grosse question des fonds sur les élections américaines, donc qui pourrait changer aussi la donne. Donc, je te demanderai de nous faire un peu les points sur ce contexte international qui a changé grandement. Merci. Merci Lucas, merci de l'invitation. Dès le jour de l'invasion russe en Ukraine, il y a eu, Magdalena vient de le mentionner, beaucoup d'intérêt porté à ce conflit. Énormément d'intérêt. Je me rappelle que la première table ronde du Cerium sur le sujet, je crois qu'il y avait 1000 personnes sur Zoom. Et l'attention internationale a été élevée. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui, dans les jours qui ont suivi, posaient la question, mais pourquoi accorde-t-on tant d'importance à ce conflit-là plutôt qu'à un autre? Est-ce la pire catastrophe humanitaire que le monde ait connue? Non. Évidemment, la raison pour laquelle on a accordé beaucoup d'importance à ce conflit, c'est parce que je crois que les observateurs et les dirigeants avaient conscience qu'on était à un point de bascule dans les relations internationales. Ce n'est pas un conflit régional. C'est un conflit à la portée mondiale et ça le distingue d'autres conflits. Pourquoi se produit-il en partie? Et là, je vais commencer en entonnoir un peu, commençant avec des considérations assez générales pour aller plus précisément vers les questions, Lucas, que tu as posées, mais parce qu'il y a une érosion de l'ordre international. Et donc, ce conflit-là n'est déjà plus le seul, et il y en aura probablement d'autres, parce qu'il y a, les observateurs le sentent, la fermeture d'une parenthèse qui aura duré 30 ans. On peut la regretter ou ne pas la regretter, mais parenthèse pendant laquelle il y avait davantage d'ordre international qu'il semble y en avoir devant nous. Lucas, tu as raison. C'est la 3e table ronde qu'on fait ensemble, sauf erreur, Alex et Magdalena, une fois par année. Et le conflit change, mais il change peut-être moins que la situation internationale, qui est vraiment en transformation profonde. Alors, tu me demandé de faire un lien avec le conflit au Moyen-Orient, plus précisément entre Israël et le Hamas, mais la Palestine de manière plus générale. Il y a effectivement un lien à faire entre les deux. Ce qui est frappant dans ce conflit-là, lorsqu'on le met en relation avec ce qui se passe en Ukraine, c'est de voir à quel point les lignes de fracture qui ont commencé à se dessiner autour de la question de savoir s'il fallait sanctionner ou non la Russie, se reproduisent, mutatis mutandis, autour du conflit israélo-palestinien, avec des accusations qui, sur le plan moral, sont tout à fait recevables de 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'États, commençons par les États-Unis, mais dans une certaine mesure aussi le Canada, qui ont été des grands défenseurs de la souveraineté ukrainienne agressée par la Russie,
mais qui, sur le conflit israélo-palestinien, ont plutôt tendance à apporter leur soutien à l'État Israël, lui-même en train de bombarder les civils à Gaza. Et à l'inverse, on retrouve un nombre très important d'États, pensons à l'Afrique du Sud, qui sont de grands défenseurs de la cause palestinienne, mais qui acceptent toutes les invitations à Moscou et qui, d'une certaine manière, sont aussi plutôt tolérants à l'endroit du comportement russe en Ukraine. Après, j'ai essayé de regarder le nombre d'États qui ont une position qui pourrait sembler, du point de vue du droit international, cohérente. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a peut-être la Norvège, l'Irlande. Il y a un certain nombre d'États qui, en effet, défendent des positions qui me semblent conformes, là, Stéphane Boula qui est dans la pièce, pourra confirmer ou pas, qui me semblent plus conformes au droit international. Mais du point de vue de la science politique, pas du droit, il y a quand même quelque chose qui se dessine et qui n'est pas rassurant pour l'avenir des relations internationales. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire par rapport au conflit. J'ai perdu ma page. Oui, par rapport au conflit, c'est le fait que ce conflit-là va demeurer extraordinairement important. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul, mais parce qu'il s'inscrit dans un contexte et il a des impacts sur ce contexte qui sont considérables. On pourra dire, là, pour les historiennes et les historiens, qu'il s'est produit quelque chose le 24 février 2022 qui a eu probablement des conséquences pour les 20 années qui ont suivi. Je suis absolument d'accord avec Alex sur ce point, mais aussi sur tous les autres. Alors, la question plus précise que tu m'as demandé, c'est sur Washington. Donc, le texte qui va paraître dans la presse demain s'intitule « L'avenir de l'Ukraine se joue à Bruxelles ». Et l'essentiel du message est le suivant. Dans les 2 premières années du conflit, les États-Unis ont joué un rôle absolument fondamental dans le soutien à l'Ukraine qui ne peut pas se défendre toute seule contre la Russie. Alors, les forces russes sont certes incompétentes. L'État russe a certes montré qu'il perdait, comme l'a montré Magdalena, beaucoup d'amis, mais il y a quand même un rapport de force qui est difficilement contournable. Donc, sans soutien occidental, malgré la valeur des forces armées ukrainiennes, il est peu probable que l'Ukraine soit en mesure de tenir face à l'armée russe, qui, par ailleurs, a une quantité vraiment impressionnante de chair à canon à mettre sur le théâtre des opérations. Or, les États-Unis, qui ont été un soutien surtout militaire important, avec plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été consacrés et très rapidement dépensés pour soutenir l'Ukraine, sont en train essentiellement de s'en laver les mains. Alors, ce n'est pas la volonté de Joe Biden lui-même, mais il est coincé par une faction trumpiste et républicaine à la Chambre des représentants qui a déjà internalisé le fait que Donald Trump allait devenir président des États-Unis et que, en attendant, il n'y avait aucun intérêt à trouver une solution avec la Maison-Blanche. Et donc, on le voit, ils ont bloqué donc, cette enveloppe de 60 milliards de dollars prévus pour aider rapidement les forces ukrainiennes. Donc, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis sont nécessairement out, mais si j'étais Volodymyr Zelensky, et je pense qu'il est d'accord avec moi, je ne compterais pas énormément sur le soutien des Américains, en tout cas pas à la hauteur qu'ils ont connue dans les 2 dernières années. Reste la question des Européens. Alors, Alex et Magdalena en ont parlé. D'abord, le premier point, c'est que les Européens ont quand même beaucoup plus contribué qu'on le dit généralement à l'effort de guerre ukrainien. En argent, c'est plus important. En armes, c'est en train de le devenir. La différence, c'est que le processus décisionnel européen fait que tout prend toujours plus de temps et que les armées européennes sont moins richement dotées que l'armée américaine. Et donc, c'est plus lent d'apporter le soutien demandé à l'Ukraine. Mais l'engagement est, par contre, fait sur une plus longue période. Donc, les Européens ont déjà fait beaucoup de promesses. Ces promesses ont plutôt été réitérées au cours des dernières semaines. Donc, Zelensky est allé à Londres, est allé à Paris, est allé à Berlin, est allé dans d'autres capitales européennes. Et dans toutes ces capitales, il a obtenu un soutien quand même très, très fort de la part de ces pays qui se sont engagés à accroître leur fourniture militaire. Et par exemple, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont même signé un accord de défense
avec l'Ukraine. Donc, c'est le début d'une garantie de sécurité. Il y a une perspective également d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas négligeable. Il y a une perspective d'adhésion à l'OTAN qui n'est pas complètement à écarter non plus. J'ai du mal à imaginer, et là je vais aller dans les prévisions, parce que moi j'aime bien faire des scénarios, on peut se tromper, mais c'est pas grave, ça aide à clarifier un peu l'esprit. On peut très bien imaginer un scénario où la guerre va durer longtemps. C'est une guerre d'attrition, donc elle ne va pas se terminer cet été. Et donc, elle va continuer à faire un nombre vraiment considérable de victimes. Mais si on peut imaginer un scénario, il est probable qu'à la fin, l'Ukraine ne réussisse pas à reconquérir tout ce qu'elle a perdu depuis 2014. La question, c'est de savoir à quel prix l'Ukraine est-elle prête à accepter de s'asseoir avec la Russie, sachant que les Ukrainiens ne peuvent pas faire confiance à Vladimir Poutine, qui, à la première occasion, va essayer de reconquérir le pays en entier, sinon les voisins. La seule possibilité, c'est d'avoir quelque chose comme une garantie de sécurité du type OTAN ou quelque chose qui y ressemblerait. Et donc, moi, je pense que ça va rester quand même à l'agenda. Est-ce que ça s'appellera OTAN? Est-ce que ça s'appellera autre chose? En tout cas, je ne vois pas comment, à défaut d'une capitulation totale, de part ou d'autre, ce que peu d'observateurs entrevoient, je ne vois pas un scénario autre que celui où l'Ukraine obtiendrait une forme de garantie. Et puis, comme mon temps file, je vais juste terminer sur le point de l'opinion publique, puisqu'il a été abordé par Alex et Magdalena. L'opinion publique est assez intéressante en Europe parce que, d'un côté, elle ne se trompe pas, et c'est rare que je dise l'opinion publique au singulier, mais les chiffres sont tellement importants que c'est assez frappant. L'opinion publique européenne ne se trompe pas sur la Russie. C'est-à-dire que la Russie a perdu tous ses amis. Rares sont les gens qui n'attribuent pas le blâme à la Russie dans l'invasion de l'Ukraine. Donc, tout ce que Magdalena a décrit aussi avec ses voisins, c'est quelque chose de réel. La Russie s'est vraiment mis au banc, peut-être pas de toutes les nations, mais en tout cas de cette région-là en particulier. Par contre, la fatigue ukrainienne, elle est réelle et ce n'est pas juste le prix des denrées au supermarché. Il y a un pessimisme qui s'est installé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la vaste majorité des Européens pensent que l'Ukraine va perdre la guerre. Et c'est entre ces deux perspectives peu réjouissantes que je vais vous laisser et puis j'espère qu'on aura une bonne discussion. Merci, merci. Donc, merci à toi. Je voulais faire une petite question à laquelle les trois vous pouvez répondre rapidement. C'est la même. Dans ce cas-là, l'ex-élection européenne qui s'en vient, est-ce qu'il pourrait changer la donne par rapport au support européen à l'Ukraine dans une perspective historique et aussi actuelle, selon vous? Qui veut commencer, si vous laisse? Bon, je peux commencer parce que les élections européennes, comme ça, si vous voulez parler des réalités nationales. Les élections européennes, je ne m'attends pas à ce qu'elles aient un impact important. Donc, juste pour rappel, on s'attend à ce que la droite et la droite radicale voient leur soutien augmenter au Parlement européen, ce qui va être considéré comme un symbole d'un recentrement ou d'un déplacement vers la droite du paysage politique européen. D'abord, parmi ces partis de droite radicale, il y en a certes, comme Viktor Orban, qui sont pro-russes, mais il y a aussi Giorgia Meloni en Italie qui est très pro-ukrainienne. Donc, ensuite, ce n'est pas au Parlement que ça se joue. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le fait que Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Rishi Sunak, donc les trois chefs de gouvernement et d'État les plus importants en Europe, et on va ajouter certainement Donald Tusk dans un instant, mais se sont engagés de manière très, très ferme. C'est-à-dire que je considère qu'ils ont intégré le fait qu'ils n'allaient pas plus pouvoir compter sur les Américains. Et là, il y a le débat plus général, évidemment, des propos que Donald Trump a tenus sur l'OTAN, invitant, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les nouvelles la semaine dernière, invitant des pays qui, comme la Russie, en auraient envie de faire « whatever the hell they want » avec les pays européens qui n'auraient pas atteint le 2% de dépenses militaires. Merci. Madeleine? Ben, juste ajouter, ces schématisations de la droite pro-russe, voilà, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement PiS polonais qui a été échu dernièrement était certainement pas pro-Russie.
Donc, c'est juste faire attention à ça. Et Hongrie pro-russe, ça aussi, je nuancerai un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on veut s'allier à la Russie. C'est un jeu stratégique que Orbán joue. Et il joue sur 2 fronts, etc. Ce n'est pas pro-russe. Enfin, je pense que les gens qui travaillent sur la région, on est beaucoup plus sensibles sur les questions. Quelqu'un est pro-russe et l'autre côté, c'est pro-européen. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Je reste là. Moi, je dirais, d'une côté, si j'ai bien compris, le point de vue de Frédéric, dont je suis pas en désaccord, c'est que, c'est des leaders, nationaux qui comptent plus que, des leaders européens. Et là, je suis d'accord avec ça et je suis d'accord qu'il y a une volonté, mais une autre chose dont tu n'as pas remarqué, c'est une question matérielle aussi. Il y a aussi ce problème que depuis, je sais pas combien de décennies, on ne s'investit pas dans la production de matériel et tout ça. Et même s'il y a une volonté qui reste importante au niveau d'État, et je suis bien d'accord aussi qu'en Roumanie, au niveau politique, on voit, des paquets d'aide et tout ça, et c'est la société qui est fatiguée, etc. Mais pour moi, c'est pas clair comment surmonter ce problème, surtout sans des États-Unis dans ce cas. Merci. On a un peu de temps si vous voulez ou si vous voulez répondre, ajouter quelque chose, on a le temps. Ou sinon, on peut laisser, c'est ça, on peut laisser un peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, la femme. Compte tenu de l'épuisement, pas de la population moderne, de la population ukrainienne, compte tenu de ce qu'ils vivent eux, finalement, avec des gens une jeunesse, finalement, qui est en train de se sacrifier, avec des mères qui perdent des enfants, des femmes qui perdent des maris, l'impossibilité, finalement, je veux bien qu'on aille chercher des armes à l'infini, parce que ça fait l'affaire d'un certain nombre de personnes aussi, mais compte tenu de cette situation-là, et du fait que la Russie a quand même si on le traite de monstre, de génocidaire et tout, ça ne changera rien à la réalité. Est-ce quelqu'un peut ouvrir la porte pour dire, peut-être que ce sera Trump qui le fera, vous gardez les territoires, honnêtement, on n'a pas le choix, mais l'Ukraine entre dans l'Union européenne et dans l'OTAN, le reste de l'Ukraine. Il me semble que je ne vois pas comment, autrement, on peut dédommager un minimum l'Ukraine de ce qu'ils ont vécu, puis je ne vois pas comment la Russie va céder non plus. Et est-ce que, deuxième question, est-ce qu'on pourrait accepter l'aide de la Chine, qui est la seule à pouvoir avoir une certaine influence sur la Russie et qui n'abîme pas la Russie de son mépris total? Je peux y aller pour une partie de la réponse. En tout cas, merci de retourner notre regard sur l'Ukraine qu'on a contourné un tout petit peu en donnant nos réponses, hein, alors que c'est au centre de notre conférence. Je pense qu'effectivement, s'il y a une fatigue dans la société aux alentours, il y a aussi une fatigue de la guerre en Ukraine. Et je pense que ça se voit, et ça se voit par les politiques du président Zelensky qui essaye de mobiliser davantage, puis on parle de la mobilisation des jeunes, etc. Donc je pense que ça se voit, mais en même temps, il y a une fatigue, mais en même temps une mobilisation qui est toujours là. Il y a toujours un refus de donner à la Russie qu'elle demande, parce qu'il y a cette perception, en tout cas, que si on cède les territoires à l'Est qui sont maintenant occupés par la Russie, qu'est-ce qui va empêcher la Russie de continuer sa marche vers l'Est, n'est-ce pas? Donc on est absolument... Donc vous l'avez très bien résumé dans votre question, on est dans une genre d'impasse. Parce que pour le moment, l'Ukraine ne lâchera pas le morceau et la Russie ne lâchera pas le morceau. Et d'où la guerre d'attrition qu'on risque malheureusement d'observer encore et encore avec le matériel, mais la société, oui, elles sont fatiguées. Il y a des Ukrainiens dans la salle que je sais,
Mais pour le moment, il n'y a pas de solution. Mais moi, je pense que ce que vous avez expliqué, c'est un scénario plausible. Celui dans lequel il y aurait éventuellement une renonciation de l'Ukraine à une partie de sa souveraineté en échange d'une véritable garantie de sécurité. Ça, c'est un vrai scénario. Pas à court terme. Pas à court terme. C'est l'avantage des scénarios. OK. D'accord. À long terme, tout est possible. D'accord. Moi, j'aurais dit l'inverse. À court terme, oui, mais à long terme, non. Voilà, vous avez tous les scénarios possibles sur la table. Merci. Oui, merci. Oui, bonjour. Merci, Frédéric Magdalena. Et Alex, c'est la première fois que j'ai la chance de vous entendre sur ce thème, sur un thème. Frédéric m'a interpellé. Je suis gars dans la salle de droit international, là, mais évidemment, beaucoup sujet à interprétation. J'aurais une question pour vous, Alex, dans un moment, dans une perspective historique. Mais avant ça, en termes juridiques, je vais quand même m'exprimer, c'est un commentaire éditorial, mais ma surprise de voir que très souvent à l'extérieur du droit, c'est peut-être nous qui faisons l'obsession de croire en la validité, au caractère obligatoire des ententes internationales, mais l'idée que la fin d'un conflit pourrait signifier une continuation de l'incertitude parce qu'on ne peut pas croire à la signature d'un président Poutine me surprend. Dans le cas de l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas retourner très loin, on n'a qu'à penser aux accords de Minsk pour constater en droit international, que les parties qui n'ont pas respecté Pacta Sunt Servanda, qui est codifié à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est notre Bible en droit international, mais ça ne venait pas du côté russe. Ça venait davantage des puissances européennes qui ont donné des garanties, mais n'ont pas tenu parole. Maintenant, sur l'aspect que tu soulevais, Frédéric, en ce qui concerne le manque d'uniformité, de cohérence, c'est certain que c'est hautement problématique quand on compare la situation à Gaza et la position prise par, et tu l'as souligné, plusieurs pays qui, deux poids, deux mesures. Mais j'ajouterais que, comme observateur de l'activité judiciaire de la Cour internationale de justice, on constate aussi un deux poids, deux mesures. Très malheureusement, quand on est, comme moi, un naïf croyant dans la validité du International Rule of Law, que même la Cour internationale de justice manque de cohérence par rapport à l'interprétation du même instrument juridique international, soit la Convention contre le génocide. Ma question maintenant. Dans les premières semaines, premières analyses en 2022, l'idée selon laquelle l'Ukraine devenait une guerre par procuration, que ce qu'on traduit en français pour un proxy war, ont rapidement été mises de côté par plusieurs intervenants, y compris à l'Université de Montréal, et sauf erreur, je pense que ça incluait l'actuel directeur de Sciences Po de l'UDM. Ma question à vous, dans une perspective historique, est-ce que vous pensez qu'avec le recul dans les 5, 10, 20 prochaines années, quand on regardera la situation en Ukraine et qu'on l'analyse, qu'on revisitera ce constat ou cette position prise initialement que l'Ukraine ne pouvait pas être analysée en termes de guerre par procuration, parce que c'était vraiment une guerre entre deux États souverains, soit la Russie et l'Ukraine. Et moi, je suis un juriste, alors je suis confronté à la réalité qui se prouve. La démonstration actuellement qu'on est en train d'observer, c'est que les difficultés de continuer le financement par les Américains de l'activité militaire en Ukraine est en train de mettre en péril le bon fonctionnement de cette activité militaire par les Ukrainiens. Alors, c'est une observation qui est assez déterminante en termes de preuves. On coupe et on voit que la guerre ne fonctionne plus en Ukraine. Alors, est-ce que ce n'est pas réellement un affrontement entre les États-Unis et la Russie sur les territoires et avec la chair à canon, comme vous l'avez bien souligné, des Ukrainiens qui se battent par le biais d'une guerre par procuration? Moi, je dirais que je peux voir un argument pourquoi au début,
on ne voit pas ça comme une guerre à proxy, enfin que c'est vraiment, ça a commencé avec une invasion une État souverain, etc. Mais je vois aucune raison pour laquelle ça ne peut pas devenir, une guerre par procuration dans ce sens-là. Après, je pense que c'est aussi cette question, si les Américains vont rester engagés, si les Européens vont prendre le relève, etc. Donc c'est peut-être un peu une proxy un peu plus vague entre, tout ce qui est Occident, entre guillemets, et Russie, etc. Mais je pense que oui, ça peut être vu comme ça. C'est une différence entre, comment ça déclenche et qu'est-ce que ça devient au bout d'un moment. C'est ça que moi j'avais fait pendant notre première rencontre, une comparaison que je pense tient de plusieurs manières toujours entre la guerre d'indépendance grecque au 19e siècle et la guerre en Ukraine, dans le sens que ça déclenche, et là c'est une insurgence qui veut libérer entre guillemets un territoire, mais cette idée d'une petite mouvement, une petite armée qui va faire face à un empire, et tout comme ici ça dure une dizaine d'années à peu près, et donc et c'est uniquement au moment où ça gêne suffisamment le commerce et l'économie que des autres puissances décident d'intervenir d'une manière importante qui va mettre terme très très rapidement. Je pense qu'on peut envisager une situation similaire, et lors de cette guerre aussi, où on mobilisait également l'idée d'une peur de la Russie, etc., dans tous des pamphlets, tous des articles qui étaient écrits à l'époque, il y a des citations de Napoléon qui disaient d'ici une demi-siècle, l'Europe va être républicain ou cosaque. C'est ça le choix. Mais c'est aussi une réconfiguration des alliances, des grandes puissances occidentales qui va former autour de cette question d'une petite État ou un petit État qui a une volonté d'exister. Et dans ce sens-là, ça aussi, c'était une manière de régler des comptes, renégocier des relations entre ça. Donc, oui, je pense que oui, dans l'avenir, ou même maintenant, on peut parler d'une guerre de procréation. N'empêche pas qu'au début, je ne dirais pas non plus les premières semaines que c'est une guerre de procréation. Mais moi, je pense, oui, moi, je pense qu'il y a quand même, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait laisser de malentendus. Si par guerre de procuration, on entend le fait qu'un pays soit soutenu par d'autres pays, alors toutes les guerres sont par procuration, puisqu'il n'y a à peu près aucun conflit interétatique dans lequel d'autres États n'ont pas d'une manière ou d'une autre apporté un soutien matériel. Si par guerre de procuration, et c'est le sens qui était utilisé dans mon souvenir en 2022, on entend que les États-Unis ont sciemment encouragé l'Ukraine à provoquer la Russie, et c'est donc l'Ukraine l'a bien mérité parce qu'elle n'était que l'instrument des États-Unis dans leur quête éternelle pour dominer la Russie. Là, je pense que c'est empiriquement faux qu'ils apportent un soutien militaire et économique. Je vais aller exactement dans le même sens. Et la guerre par procuration enlève de l'agentivité à l'Ukraine. Et je pense que M. Poutine aimerait ça, cadrer cette guerre comme une guerre par procuration, que c'est une guerre entre la Russie et l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, etc. Mais il faut pas oublier que c'est une invasion russe d'un État souverain qui s'est défendu, et ensuite il y a eu le support. Et encore, donc par procuration, il faut juste faire attention. On ne va pas dire que l'Ukraine est une marionnette des États-Unis. Ils ont une agentivité propre. Cela étant dit, bien entendu, dans le long terme, etc., cette guerre peut être récupérée, appropriée de façon à ce que ça puisse devenir une guerre autre chose que la Russie qui attaque l'Ukraine. Mais oui, non. Les dimensions restent valides. Donc, c'est ça, il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le discours de guerre par procuration où l'Ukraine a été toujours la marionnette des États-Unis, puis en fait, il s'agit d'une guerre entre les États-Unis et la Russie. Ça... Merci. Oui, il n'y a pas de preuve pour ça. Il y a une autre question. Merci. Oui. Merci, Laurence.
Laurence, directrice scientifique d'Israël. Je suis désolée d'être rentrée en retard. On avait une formation qu'on donnait. Alors, merci pour le panel. Je voudrais revenir sur le point d'introduction de Frédéric Mérand, où est-ce que vous avez dit, vous avez fait une comparaison par rapport aux alliances relativement à l'invasion de l'Ukraine et la guerre à Gaza, où est-ce que c'est difficile en fait de faire une comparaison. J'aimerais peut-être que vous situiez, est-ce que vous pouvez situer pour nous la réaction de Zelensky au début de la guerre? Il a fait des déclarations publiques en faisant lui-même des comparaisons entre ce qui arrivait à Israël et à l'Ukraine. Et est-ce que ces déclarations ont évolué? Comment on peut comprendre son positionnement? Au Moyen-Orient. Oui. D'abord, j'apprécie beaucoup que vous me vous voyez, Laurence Deschamps-Laporte. Alors, la première chose, je pense, à dire, c'est que et moi je ne suis pas du tout un expert du conflit israélo-palestinien, mais sur ce conflit, comme sur d'autres, et on pourrait inclure l'Ukraine, chaque pays a sa culture politique singulière. Et on ne peut pas toujours y réduire les intérêts ou des positions cohérentes. Donc, par exemple, l'Allemagne a une approche d'Israël qui, pour des raisons essentiellement historiques et culturelles, est différente de celle de l'Irlande, par exemple. Donc, et c'est probablement vrai de l'Ukraine aussi, et c'est probablement vrai de Zelensky lui-même quand il a effectivement apporté son soutien à Israël dans ce conflit. Il n'était pas le seul, hein. D'ailleurs, évidemment, la plupart des dirigeants occidentaux ont apporté leur soutien. Après, y avait-il derrière un calcul intelligent qui constituait à dire « je dois m'assurer que les personnes qui me soutiennent restent engagées dans le conflit qui m'intéresse », je ne l'exclurais pas. Je ne suis pas dans la tête de Zelensky, mais ça me paraît assez évident que la crainte, qui d'ailleurs est en partie réalisée, hein, que le conflit israélo-palestinien, qui a toute sa valeur en soi, et encore une fois, moi je répète que moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en ait d'autres après aussi, soit en train d'absorber une énergie, une attention, des ressources qui détournent l'attention du conflit en Ukraine. Et donc ça, je pense que ça s'inscrit aussi dans ce contexte-là, qui était de rester au centre du jeu, et notamment, et là je m'arrête là-dessus, ce qui était la question de Lucas, à Washington. L'argent américain, les 60 milliards que les Américains ne vont pas donner aux Ukrainiens, sous une chambre républicaine, ils vont les donner à Israël. C'est ça le deal. Merci Frédéric. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui. Oui, madame. Bonjour, c'est une question de citoyenne, non pas de spécialiste. Tout de même, on parle beaucoup de la perte, de la guerre, de la peur d'Ukraine, mais j'arrive mal à dire, oui, c'est perdu, si ce n'est que durant 2 ans, il y a quand même eu pas mal sur place. C'est vrai que la Russie tente des avancées actuellement parce que, en attendant que l'Ukraine soit réarmée, ça prend un certain temps. Bon. Et puis, en mer Noire, je trouve que l'Ukraine a quand même fait des choses très significatives. Et on sait que la mer Noire est très, très importante pour les Russes. Donc, est-ce qu'on ne participe pas nous-mêmes à une forme d'effectif quand on parle d'une guerre perdue pour l'Ukraine? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je sens que c'est encore, ça bouge. Donc, première observation, puis en même temps, on pourrait y aller de la vôtre. Je m'adresse à vous, chère madame. Est-ce que vous voyez d'autres agitations de la part des minorités russes qu'on trouve notamment dans les pays baltes, en Géorgie, etc.? Est-ce que vous pensez que les mouvements sécessionnistes russes, qui ont souvent donné l'alibi à la Russie de dire « faut les supporter », est-ce que ça s'est apaisé ou on pourrait voir des ressurgences, encore d'autres mouvements de... Vous voyez un petit peu la tension interne dans ces pays. Donc, merci pour la question. Je pense que pour la première question, je pense qu'aucun de nous trois n'a prononcé le verdict final que l'Ukraine perd ou qui est même en train de perdre. Donc, je pense que c'était dans l'opinion publique plutôt européenne que ce que Frédéric avait mentionné. Comme vous, je ne pense pas que l'Ukraine
pour le moment, est condamné à perdre, tout se joue encore. Le front est en impasse, puis l'Ukraine a encore des chances, etc. Bien entendu, les élections américaines jouent dans le calcul et on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais l'Ukraine n'a pas perdu encore et elle a encore des chances de gagner. Qu'est-ce que ça veut dire gagner? C'est une autre affaire. Ouais. Quant au mouvement sécessionniste éventuel, donc merci pour la question. C'est sûr qu'il y a déjà des mouvements sécessionnistes qui sont présents sur le territoire, dans la région, la Géorgie, la Moldova notamment. Ces sécessionnistes-là, si vous voulez, ils sont toujours là, ils sont bien ancrés, ils sont bien contrôlés par la Russie, puis ils s'inscrivent dans le monde russe, etc. Je dirais qu'il n'y a pas d'autres... Donc, vous avez évoqué les pays baltes, effectivement, en Estonie, en Lettonie, un tiers à peu près de la population de ces États-là est russophone, qui subissent présentement des politiques qu'on appelle de sécurisation des minorités dans les pays baltes. Donc, en fait, on les cadre comme une menace potentielle pour déstabiliser l'intérieur des pays parce qu'ils peuvent être instrumentalisés éventuellement par la Russie. Cela étant dit, les données sociologiques démontrent que ces Russes et russophones, ils se sentent estoniens pour la plupart. Ils se sentent estoniens et lettons. Ils sont très bien en Union européenne. Ils vont avoir leurs revendications de droits des minorités, etc. Mais ils ne se tournent pas vers la Russie comme la mère patrie qui va les sauver. Donc, même s'il y a beaucoup de tensions à l'interne, ça ne se produira pas encore une fois, j'ai des prédictions, mais on n'a pas, je n'ai pas d'indication qu'il y aurait des mouvements sécessionnistes à l'intérieur des pays baltes, du tout. À l'intérieur, ça se joue. Dans les autres pays qui sont limitrophes à la Russie, où il y a des russophones, etc. Un autre pays où il y a beaucoup de Russes russophones concentrés dans un territoire frontalier à la Russie, c'est le Kazakhstan. Donc au Kazakhstan, dans le nord du Kazakhstan, il y a une grande proportion de Russes russophones qui sont là depuis des années, depuis le temps soviétique, etc. Mais là aussi, il n'y a pas de mouvement sécessionniste à proprement parler. Il y a eu en 2022-2023, il y a eu une certaine perception justement de menaces venant des Russes qui venaient de la Russie, surtout en septembre 2022, qui venaient au Kazakhstan et qui agrandissaient donc les rangs des Russes et russophones au Kazakhstan. À ce moment-là, le Kazakhstan et son président Tokayev avaient des discours qui soutenaient ou qui mettaient l'accent sur le fait que le principe de l'intégrité territoriale, s'il vous plaît, il rappelait à la Russie que ce principe-là, on le garde. Je ne vois pas de mouvement... Pour résumer, je ne vois pas de mouvement sécessionniste pro-russe présentement dans la région. Dans la région, et c'est surtout peut-être pour finir sur ça, dans la région, la majorité de ces États-là sont un peu en attente de qu'est-ce qui va se passer. Et ils sont un peu entre les deux, on va voir, parce que si la Russie gagne X, si la Russie perd X, mais tout est en jeu. Et la Géorgie, juste pour donner un exemple, la Géorgie, en fait, sont très fatalistes. Parce que dans leur perception, dans leur discours, lorsque j'étais là faire du terrain il n'y a pas longtemps, si la Russie gagne, elle peut très bien se tourner vers la Géorgie comme, maintenant, le tour à la Géorgie, c'est ce qui est le discours. Mais si elle perd, ça peut être son prix de compensation. Ils ont perdu en Ukraine, on se tourne à la Géorgie, puis on absorbe la Géorgie. Et puis voilà. Puis ils ont la mémoire de la guerre très fraîche en 2008, où les troupes russes sont arrivées jusqu'à Tbilissi en espace de 24 heures. Hein. Donc, Tbilissi peut être, la capitale de la Géorgie, pourrait être occupée militairement par la Russie en espace de 24 heures. Donc tout ça fait en sorte que...
on est en attente. C'est la salle d'attente un tout petit peu dans ces régions-là. Merci beaucoup. Alors, je remercie encore Alex, Frédéric et Magdalena pour cette table ronde éclairante, dans l'espoir de ne pas se revoir dans un an. Ça, c'est mon espoir personnel, même si j'aime beaucoup discuter avec vous. Donc, j'en profite pour vous remercier, de remercier aussi tous les publics qui sont nombreux à assister à cet beau événement. Donc, merci beaucoup à tout le monde et merci à vous trois.